Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont placé en garde à vue 4 membres de la famille Vedovini, les grands-parents et 2 enfants du couple, dans le cadre de l'enquête sur la mort du petit Émile qui a disparu en juillet 2023 au Haut-Vernay. Ces gardes à vue interviennent après la découverte d'ossements appartenant à Émile en avril 2024 sans qu'aucune avancée significative n'ait été communiquée depuis. Les autorités n'ont pas précisé si ces gardes à vue sont liés à de nouveaux éléments ou à des informations préexistantes. Et on va donc faire le point sur cette enquête qui dure depuis maintenant 20 mois et qui, on va dire, interpelle la France entière. Est-ce que Philippe Bilger, alors on n'a jamais trouvé de coupable dans l'affaire du petit Grégory, est-ce que cette affaire, c'est pas un peu la nouvelle affaire du petit Grégory, en espérant que là on trouve vraiment les coupables, le ou les coupables? Oui, il y a des ressemblances, vous avez raison Philippe, et il est évident que il y a des familles qui sont mises en cause, mais je ne parviendrai pas à dire dans le peu de temps que nous avons les différences tout de même qu'on sent entre les deux affaires. Moi, j'avoue que je m'y suis intéressé à 3 moments précis, et c'est pour ça que je suis très heureux de ce débat. Lorsqu'on se demande comment le petit a pu disparaître, deuxième phase, lorsqu'il est retrouvé avec les ossements, et là, avec la garde à vue. Pour le reste, j'ai, comme tant de Français, formulé des hypothèses, et en me demandant comment il avait été possible que ce petit soit tué, apparemment, ou peut-être apprendra-t-on autre chose avec ces gardes à vue. Alors justement, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que cette mise en garde à vue nous dit que les gendarmes ont trouvé des indices qui indiquent un acte criminel ou pas ? Alors, c'est difficile de répondre parce que moi je suis pas l'enquêteur dans cette affaire-là, mais s'ils ont été mis en garde à vue, c'est que les gendarmes ont des raisons de les mettre en garde à vue. Alors garde à vue, ça veut pas dire accusé d'entrée. Peut-être pour les confronter à des choses qu'ils ont trouvées. Peut-être aussi, il y a 4 gardes à vue, peut-être aussi pour les faire craquer séparément. La garde à vue, psychologiquement, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un avocat, les policiers gueulent, parce que le fait de mettre quelqu'un en garde à vue, ça crée quand même une pression psychologique qui peut faire craquer. Mais si quelqu'un craque, à un certain moment, c'est pas le tout de craquer et de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il faut dire voilà, j'ai des éléments concrets, à tel endroit est enterré telle chose, à tel autre endroit j'ai planqué ça, etc. pour qu'ensuite on revienne pas sur les aveux. Donc moi je peux pas vous dire aujourd'hui ce qui se passe, on en est là. Si les gendarmes les ont mis en garde à vue, c'est qu'il y a des raisons pour eux, c'est qu'ils recherchent un but particulier, mais je note qu'ils sont en garde à vue, auditionnés par les gendarmes. S'ils étaient accusés, ils seraient mis en examen et auditionnés par le juge d'instruction. Oui. Les enquêteurs n'auraient plus le droit de l'auditionner. Oui, mais je crois que je partage un peu l'avis de Philippe et de Jean-Michel. C'est d'ailleurs les réquisitions sont homicide volontaire et recel de cadavre. Donc ça va aller. On part de haut. Peut-être pour redescendre un peu. Ils vont haut exprès. Ben oui. Et puis en même temps, ça met, comme dit Jean-Michel, ça met la pression. Est-ce que c'est un coup de bluff des gendarmes qui dit on met la pression encore une fois? Parce que il faut savoir qu'au tout début de cette enquête, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie a fait quand même du boulot. 20 mois d'enquête, c'est pas rien. Des enquêteurs qui travaillent jour et nuit sur ce sujet-là pour essayer de trouver un indice qui va permettre de savoir qui c'est. Il faut savoir qu'au tout début de l'enquête, on avait déjà parlé du grand-père. Du comportement du grand-père. Oui. Et là, comme par hasard, il est mis en garde à vue, 4 personnes au total. Là, on s'interroge effectivement. Il y a quelques infos qui sortent sur lui, effectivement, qui sont pas tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'à travers les auditions, il va y avoir des recoupements? On fait rencontrer, je passe sous le contrôle de Philippe Bilger, on fait rencontrer les divers témoins, on recoupe les auditions, etc. Tout ça, ça permet encore une fois de nourrir l'enquête et peut-être de trouver la réponse. On a senti une accélération tout de même il y a quelques jours, lorsqu'en pleine nuit, ils sont venus chercher la jardinière. Tout à fait. Sur laquelle, si je ne me trompe pas, on a trouvé des traces de sang. Donc ça veut dire qu'à venir chercher une jardinière. Il y a eu quelque chose. Tout à fait. Alors, mais l'enquête est faite. Alors justement, c'est quoi les prochaines étapes de l'enquête maintenant, Jean-Michel Fauvergue? Il faut aller jusqu'au bout des gardes à vue, voir ce que ça donne. C'est 48 heures là le maximum. Oui. Donc comme c'est depuis ce matin, il reste à peu près 36 heures quoi. Alors ces auditions, c'est sans doute audition individuelle des uns et des autres.
Ensuite, confrontation pour les mettre face à leurs contradictions, si contradictions il y a. Et puis après, on verra. On verra. S'ils sont remis dehors, c'est que, pour l'instant, je dis bien, il n'y a pas grand-chose. S'ils sont gardés, mis en examen, c'est qu'il y a un peu plus. Ça ne veut pas dire non plus qu'on arrive au bout de l'affaire. Et même s'ils sont remis dehors, ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, l'affaire s'accélérera pas. Voyez-vous, les enquêtes sont faites de ces faux rythmes et des rythmes accélérés. Et puis, elles peuvent déboucher ou ne pas déboucher. Oui. Ou ne pas déboucher. Parce que vous disiez qu'il y a des ossements qui ont été retrouvés. Tous les ossements n'ont pas été retrouvés. C'est le crâne qu'on a retrouvé. C'est le crâne qui a été retrouvé, un petit os aussi. Voilà. Donc, voilà. Après, si d'autres choses sont retrouvées, l'affaire s'accélérera, mais on peut pas vraiment dire grand-chose. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Il faut toujours se mettre au savoir. On comprend, nous, on a tous envie de savoir et de trouver quelque chose. Mais la justice, ça prend beaucoup plus de temps. Je voudrais vous poser une question, parce que je n'ai jamais été en garde à vue. Comment ça se passe avec on peut y remédier. Attention à ce qui va se passer en sortant d'émission. On ne peut pas garder quelqu'un d'éveillé pendant 48 heures. Non. Il y a des phases de sommeil de combien de temps? Comment ça se passe? Oui, alors il y a des phases obligatoires de repos. On peut pas auditionner les gens sans aucun repos. On ne peut pas ne pas leur donner à manger. On est dans un pays démocratique, donc voilà. Les gardes à vue ont été rénovés, donc c'est pas un 4 étoiles bien évidemment, mais voilà. Il y a l'avocat aussi, qui est présent, même s'il rentre toujours pas dans le fond de l'enquête, il est présent au départ. Il est présent lors des auditions, c'est ça? Il est présent au départ, en tout cas. Voilà. Après, il n'est pas présent tout le temps, quoi. Parce que ça pourrait déranger l'enquête, ça, si on avait un avocat. Alors, la présence de l'avocat n'est pas une présence intrusive. Enfin. Le fait qu'il soit là, c'est jamais les flics aiment pas, quoi. Mais c'est pas une présence intrusive. C'est pas lui qui répond à la place de son client, quoi. Ça on n'est pas aux États-Unis, donc voilà. Et puis vous avez des droits. Le gardé à vue a des droits à un traitement médical s'il se passe quelque chose, ou s'il a un traitement médical qu'on aille chercher ses médicaments, bien etc. évidemment. Et on le prive de rien du tout. Et contrôle de la légalité de la garde à vue. Et puis voilà. Et puis le contrôle par le magistrat enquêteur, c'est-à-dire le juge d'instruction dans ce domaine-là, qui est toujours derrière ces enquêteurs. Et je dirais même qu'il y a tellement de formes et tellement de garanties que parfois les enquêteurs n'ont pas beaucoup de temps pour le travail sérieux. Et au bout du compte, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un crime? Là, il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce que les enquêteurs ils arrivent à gérer la confidentialité des éléments qu'ils vont récolter durant les interrogatoires? Parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de fuite, parce que sinon ça peut nuire à l'enquête aussi. Alors est-ce que c'est faisable, ça, de pas en avoir? On touche un problème qui est énorme aujourd'hui, qui est le problème du secret de l'enquête, et le problème de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête. Et il faut savoir que les médias, les journalistes sont informés de beaucoup de choses, et pas uniquement que par la police ou par les gendarmes. D'ailleurs, les policiers même parfois ont des informations par les journalistes sur des sujets. Donc et puis les présupposés aussi, quand on a des affaires comme ça, vous voyez, on a une affaire où on est dans la garde à vue. Les flics et les gendarmes, eux, s'intéressent au fond de l'enquête. Les journalistes, à partir du moment où vous le mettez en garde à vue, ça y est, il se passe un élément nouveau, etc., etc. Donc c'est vécu de manière différente. Allez, merci messieurs beaucoup d'avoir partagé ces vraies voix avec nous. On vous rappelle qu'on était avec Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, et Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou. Merci à vous, merci Philippe David. Je vous laisse pour les vraies voix de l'emploi, et on se retrouve nous à 20h pour les vraies voix du foot. Voilà, et puis moi je reste avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, de 19 à 20h, effectivement, ce sont les vraies voix de l'emploi. À tout de suite.